Merci, bienvenue à toutes et à tous pour cette conférence sur cette dernière journée du CPM d'Angers. Demi-journée comme consacrée davantage à l'attractivité des métiers industriels et également les compétences et comment on valorise ces compétences industrielles dans les entreprises. Aujourd'hui, j'ai l'honneur donc d'accueillir Laurent Bizien, directeur général donc de Martin Technologies. Alors ici, nous ne sommes effectivement pas là pour parler spécifiquement de technologie, comme lors des précédentes conférences mardi et mercredi, mais plutôt de management. Management de compétences humaines et d'autonomie des collaborateurs. C'est vrai qu'on n'en parle pas tellement finalement, d'où aussi cette innovation. Mais tout d'abord, Monsieur Bizien, donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, pouvez-vous présenter Martin Technologies, nous dire quelle fonction ensuite vous-même vous exercez, précisément quel rôle vous exercez au sein de l'entreprise? Bonjour à tous. Donc je suis Laurent Bizien, je suis directeur général depuis maintenant 12 ans d'une PME industrielle qui s'appelle Martin Technologies, qui est située à Huillé-les-Igniers, donc dans un petit village de 700 habitants du Maine-et-Loire. L'entreprise a 96 ans cette année. Et donc on a plusieurs activités, des activités industrielles, on fabrique des étiquettes en plastique, des plaques en métal à destination des secteurs industriels, plaques de série, rappel de marque, mais aussi du milieu du luxe pour personnaliser des flacons de parfum et des bouteilles. Et on fabrique aussi des claviers à membrane et de la tôlerie fine décorée. Donc on est dans la personnalisation des produits en fabriquant de la pièce d'aspect, des interfaces homme-machine, à destination de tous les secteurs d'activité possibles. Quelques chiffres, en gros, chiffre d'affaires c'est communicable, nombre de salariés, oui. Peut-être toi l'export aussi, est-ce que vous exportez un peu? On fait 8,5 millions de chiffre d'affaires, on est un peu moins de 100 personnes, tous basés sur un seul site. L'entreprise est une entreprise familiale, donc nos actionnaires sont 2 frères et une tante qui sont de la famille d'origine, donc on est sur la 4e génération. Et on a à peu près 85% de notre activité en France. Et puis le reste à l'export, jusqu'à du très grand export, et beaucoup, notamment pour le secteur du luxe, qui exporte énormément. À votre arrivée, à quelle problématique était confronté Martin Technologies et quel levier avez-vous décidé d'actionner justement pour résoudre ces problématiques, fussent-elles en RH ou... Les problématiques rencontrées donc en 2013 quand j'arrive sont des problématiques industrielles hyper classiques de baisse de chiffre d'affaires, de perte de rentabilité, de satisfaction client qui n'était pas au rendez-vous, de grandes difficultés à livrer nos clients dans les temps. On est sur des produits dont les valeurs sont très faibles. Par contre, quand vous fabriquez un tracteur, si vous n'avez pas les plaques sur le tracteur ne peut pas partir. Donc la valeur de notre produit est faible, par contre son impact peut être énorme pour nos clients, d'où l'enjeu de respecter vraiment ces engagements-là. Donc en 2013, la crise 2008-2009 est passée par là, donc on est toujours en train d'essayer de s'en relever. Et le constat que l'on fait, puisque depuis quelques années l'entreprise est accompagnée, a déployé du Lean, a essayé tout un tas de méthodologies au niveau des équipes de production. Et le constat que l'on fait, c'est qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas essayé dans la trajectoire. On était plutôt dans une logique de faire toujours un peu plus de la même chose, en espérant des résultats très différents, ce qui n'arrive pas. Donc de plutôt se dire qu'est-ce qu'on n'a pas fait et qui pourrait nous amener une trajectoire autre, sans savoir si c'était la bonne ou pas, mais en tout cas de se dire qu'il fallait tenter ça. Et le constat que l'on fait, c'est qu'on n'a pas pris la mesure et soin de nos équipes pour aller chercher de l'engagement, de la motivation et de l'autonomie pour essayer de se sortir de cette situation dans laquelle nous étions. Vous avez été désigné par l'AIF, donc l'Alliance Industrie du Futur. Vous avez été désigné vitrine Industrie du Futur. Pour quelle démarche précisément et en quoi consiste-t-elle ? Alors effectivement, quand on a été approché par l'AIF, notre première réaction, ça a été de dire désolé, on rentre pas dans les critères, l'innovation technique, digitalisation des process, tout ça, on en fait un petit peu, mais pas beaucoup.
Donc on a expliqué notre démarche en fait. Et notre démarche s'est concentrée autour d'un axe fort qui est la responsabilisation et l'autonomie de nos équipes. Donc comment par un travail d'empowerment de l'ensemble de nos équipes opérationnelles, mais autres, hein, les fonctions support, enfin tous les endroits de l'entreprise, comment on peut changer une industrie, comment on peut changer sa performance, comment on peut changer son attractivité. Enfin, en fait, après, on va venir agir sur énormément de leviers en simultané, avec un axe fort qui est quelle place on peut laisser à chacun pour qu'il puisse prendre des responsabilités s'il en a l'envie et les capacités, et puis qu'il puisse gagner en autonomie progressivement pour décider après. Justement, avant de parler des résultats, qu'est-ce que c'est la responsabilisation d'un opérateur concrètement et son autonomie, c'est-à-dire comment vous est venue l'idée de vous dire, et vous allez me l'expliquer évidemment, elle va être très logique j'imagine, mais en tout cas comment est venue l'idée de se dire qu'en donnant plus de responsabilité et d'autonomie, on allait améliorer tous les problèmes de production, de délai, de qualité, etc. que vous avez évoqué tout à l'heure. Alors, pour nous, au niveau de la direction, la prise de conscience vient surtout de rencontres avec des dirigeants qui avaient déjà emprunté ce chemin-là. Jean-François Zobrist nous a beaucoup inspiré de la FAVI avec un travail de responsabilisation des équipes. En fait, la logique qu'on y a vue, c'est si je suis opérateur sur un équipement et que je suis obligé de faire appel à une fonction support systématiquement quand je veux changer mon outil, ou que son emplacement ou son ergonomie ne me convient pas, il faut que j'appelle le chef qui va en parler au chef jusqu'au directeur général qui va dire oui, on met 200 € pour améliorer la table, etc. On est passé dans une logique où on se dit si on questionne les équipes au plus près du terrain et qu'on leur donne les moyens par les ressources autour d'elles de décider de ce qui va être le plus bénéfique pour elles, donc là on est vraiment dans une logique d'enlever les cailloux dans les chaussures. Hein. Ce n'est pas des grands projets d'entreprise. On va sur le terrain résoudre les problématiques du quotidien qui peuvent faire qu'on perd 10 minutes, une demi-heure tous les jours. Et puis quand on fait le cumul sur l'année, c'est des jours et des jours de travail qu'on a perdus. Quand on concentre cette énergie-là, qu'on leur laisse la capacité d'activer les ressources dont ils ont besoin pour résoudre ces problèmes-là, en fait, la performance, elle vient un peu naturellement parce que vous gagnez du temps tous les jours. Et puis le bénéfice qui vient avec, c'est le niveau de confiance et d'engagement du collaborateur qui change complètement. Parce que d'un seul coup, on le prend en compte dans les décisions à mettre en œuvre, dans les actions qu'il faut réaliser pour qu'il arrive à faire son travail dans de bonnes conditions. Et puis vous avez un collaborateur qui se dit, finalement, tiens, s'il y a un autre projet, j'ai bien envie d'y participer parce qu'on va m'écouter, qu'on va peut-être même garder mon idée. Et puis progressivement, vous gagnez un niveau de responsabilisation et d'autonomie, mais on est vraiment dans un chemin de petits pas en fait. Hein. C'est pas on décrète du jour au lendemain, on vous fait confiance, allez-y. Non, c'est vraiment on laisse progressivement les équipes prendre des décisions. D'accord. Alors, on va parler de la démarche peut-être juste après. En tout cas, les résultats, quels sont-ils à moyen et long terme? Et si vous pouvez juste aussi nous rappeler peut-être la chronologie aussi de cette démarche, même si elle est progressive. Donc en termes de chronologie, nous on a commencé en 2015 par la mise en place de rituels avec du management visuel de la performance. Donc c'est des rituels d'équipe autour d'indicateurs qui mesurent la performance de la journée de la veille ou de la période, de la semaine par exemple. Donc on a démarré par ça et avec la mise au contact des équipes opérationnelles, des fonctions support, maintenance, hygiène, sécurité, informatique, RH s'il y avait besoin, au contact des équipes pour aller analyser les journées qui venaient de passer. Donc ça c'est en 2015, on démarre ça. En 2017, donc on continue à cheminer avec du management visuel de plus en plus présent dans l'entreprise. Et en 2017, on était accompagné d'un consultant en performance industrielle qui nous dit votre organisation, vous êtes 100 personnes, mais en réalité, vous avez plusieurs activités qui pourraient fonctionner de façon un peu indépendante. Pourquoi ne pas passer en unité autonome de production ? Donc on s'est mis en chemin sur cette trajectoire-là. Finalement, ce n'est pas des unités autonomes de production qu'on a fait, c'est carrément des mini-usines. Donc on a 3 activités. On a découpé l'entreprise en 3 petites entreprises.
Et dans chaque activité, on va du commerce jusqu'à la livraison des produits. Et donc chaque unité a son autonomie, son organisation propre, la gestion de ses clients. Donc d'une entreprise de 100 personnes, on est passé à 3 entreprises de 25 à 35 personnes. Donc ça veut dire que vous avez désiloté finalement les tâches des entreprises des tâches services. des services pour siloter finalement plus par rapport à des produits, des lignes de produits. Exactement, ça. on est parti d'un cloisonnement par service avec service dessin, service commercial, service achat et un énorme service production pour finalement arriver à 3 entités. Donc on a créé de nouvelles cloisons, clairement, entre les mini-usines. Donc ça, c'est un challenge de tous les jours depuis 2017. Comment on rend poreuses ces cloisons pour qu'on ne se retrouve pas avec 3 équipes qui ne se parlent plus. Donc elles ont des relations d'interdépendance, elles sont clients-fournisseurs les unes des autres. Donc on vient travailler la porosité entre les mini-usines. Mais par contre, dans chaque mini-usine, vous avez des approvisionnements, de la qualité. Donc on est venu dupliquer les missions. On n'a pas dupliqué les personnes, on est resté le même nombre. C'est juste qu'il y a eu du transfert de compétences entre les équipes pour être capable d'assurer les missions dont elles avaient besoin. Et là, ça nécessite quand même un accompagnement, j'imagine, en tout cas dans la conduite du changement et la réorganisation. Oui, clairement. Je dirais total. Alors, ça s'est fait vraiment très naturellement chez nous, puisque le projet a été mené en équipe projet. On a fait une équipe de 15 personnes, donc sur la base de volontaires, qui avaient envie de réfléchir à cette nouvelle organisation. Et c'est cette équipe projet qui a imaginé la structure de l'organisation future. Et cette structure a été proposée aux collaborateurs, en fait. On a laissé la liberté aux collaborateurs ensuite de dire je veux travailler dans telle mini-usine et sur tel poste. Donc on laissait la possibilité de changer de métier à l'ensemble de nos collaborateurs. Bon, la nature est bien faite, quasiment tout le monde a repris le métier qu'il maîtrisait. Par contre, a choisi l'activité dans laquelle il souhaitait travailler. Et de mémoire, on a eu 5 personnes qui voulaient changer de métier, qui n'ont pas pu le faire tout de suite, puisque la priorité était donnée à ceux qui occupaient déjà le métier. Et par contre, sur les 3-4 années qui ont suivi, ces 5 personnes ont eu accès au métier qu'elles souhaitaient. Donc elles ont complètement changé. On en a un qui était technicien qualité, qui aujourd'hui est commercial sur le terrain. On a un autre opérateur de production qui fait du dessin aujourd'hui. Donc Donc ça a même finalement ouvert des compétences peut-être insoupçonnées chez certains de vos collaborateurs. Les résultats maintenant, concrètement, est-ce qu'il y a des résultats concrets déjà ? Alors les résultats concrets qui parlent en général au plus grand nombre, ça a été déjà la performance économique. On engage le changement en 2015. L'entreprise avait du mal à gagner de l'argent depuis de nombreuses années. Donc on a vu, nous, à partir de 2018, vraiment quelque chose se passer avec un enchaînement d'années où on gagnait de l'argent. Tous les ans, on gagnait un petit peu plus. Vous l'avez... je pense que c'est pas passé inaperçu. Le Covid est passé par là. Donc 2020, chute du chiffre d'affaires, on perd 25% de chiffre d'affaires, on finit quasiment à l'équilibre, alors que sur des années où on n'en perdait pas, on perdait de l'argent auparavant. Et 2021 est une année record pour nous, donc on s'est relevé de la crise Covid en 7-8 mois, là où la crise 2008-2009, en 2013, on n'en est toujours pas sorti, quoi. Ça vous a apporté de l'agilité finalement. Exactement, une énorme agilité, une capacité à... Quand le Covid nous est tombé dessus, on a réagi à peu près en 2 heures. Donc on a décidé, avant que Emmanuel Macron décide de fermer toutes les écoles, nous on décide de renvoyer tout le monde à la maison en se disant on ne sait pas comment on va se protéger. Donc déjà, on met tout le monde en sécurité. Et on a géré l'ensemble de la crise à 17 personnes. On a trouvé des masques je crois, on a mis 10 jours. Enfin, j'ai 2 techniciens HSE qui ont fait l'impossible, qui ont trouvé des masques pour tout le monde. On a fabriqué des visières. Donc on est rentré vraiment en mode agile. Et ça nous a permis de nous adapter à tout ce qui se passait, d'apprendre vitesse grand V, de partager tout ce qu'on apprenait, de s'organiser aussi. Faut imaginer un atelier qui fonctionne et on ne met que les personnes dont on a besoin. Donc les managers ne sont pas là. Les managers pilotent à distance et on laisse les opérationnels sur le terrain. Et puis en général, y a un manager qui est présent en termes de soutien s'il y a besoin. Donc on s'est vraiment complètement adapté. 2021, on repart, les carnets de commandes grimpent, il faut s'adapter, on a réussi à le faire. Ça ne résout pas tous les problèmes, on a pris la crise énergétique en 2022, la crise ukrainienne derrière avec les matières premières, donc on reste sur des marchés qui sont profondément chahutés, où la rentabilité
reste un point difficile. Mais ça nous a quand même donné cette capacité à réagir à tout ce qui nous arrive, et quoi que ce soit, quoi. Oui. Donc ça, en termes d'agilité. Et puis un autre bénéfice là majeur pour nous, c'est l'attractivité de l'entreprise. Ça fait des années qu'on n'a plus aucun problème de recrutement. Alors aussi parce que alors ça, c'est très précieux ce que vous dites. Je pense que pas mal de gens ici ont cette information qui ne doit pas sortir par l'autre oreille. Vous n'avez plus de problème de recrutement? Non, on n'a plus de problème de recrutement parce que globalement, on est approché. Donc on reçoit des candidatures. On a aussi changé notre filière de recrutement. On a 60 métiers différents. La plupart de ces métiers-là n'existent pas vraiment ailleurs. Donc on a compris qu'il fallait qu'on apprenne le métier aux personnes qui nous rejoignaient. Donc là, c'est tout le niveau de responsabilisation et d'autonomie de nos équipes qui fait qu'aujourd'hui, nos opérateurs apprennent à leurs nouveaux collègues le métier. Elles les forment, elles les accompagnent pour s'assurer qu'elles soient capables d'assurer le niveau de qualité et de productivité attendu. Donc on rentre des personnes plutôt avec des profils, des aptitudes à être autonome, à prendre des initiatives. Si on a un petit jeune qui a été coach d'une équipe de foot, ça c'est les profils qu'on adore, parce que ça veut dire qu'ils sont déjà à l'aise dans les interactions humaines avec les personnes. Et on mise sur le fait que le métier, la technicité du métier, on va être capable de l'apprendre par nos équipes. Oui, le knowledge management, en tout cas la transmission des savoirs pour exactement. Parler français. Ouais. Ça a été renforcé, ça, grâce à cette méthode. Le fait de responsabiliser, les gens qui partent par exemple à la retraite se sentent-ils plus impliqués pour justement transmettre ce savoir? Ah ouais, on a vu là on a vu un changement radical. Moi je me souviens des départs en retraite quand je suis arrivé dans l'entreprise. J'ai un visage qui me vient de quelqu'un qui avait un super calepin avec tous ses petits secrets de fabrication et qui à la fin nous demande une prime pour donner ce petit calepin. Quand on dit attends, tu nous prends pas en otage, non, ça va pas marcher comme ça. Donc il est parti avec ses secrets de fabrication. Alors ça nous a mis en difficulté quelque temps parce qu'il a fallu les réapprendre, mais on s'est dit non, on peut pas fonctionner, être pris en otage de cette façon-là. Et au fil des ans, on a vu évoluer par ce niveau d'engagement. Des collaborateurs qui ont à cœur, avant de partir en retraite, d'avoir tout transmis. Et j'ai l'exemple de Gilles qui est parti maintenant, c'était juste avant le Covid, en 2019. On recrute un jeune pour prendre sa suite et au bout de 3 mois, on découvre que son rêve, c'est de partir aux États-Unis. Et Gilles, il lui reste 6 mois avant d'être à la retraite. Donc finalement, ce jeune-là, on prend conscience qu'il est en train de lui transmettre tout son savoir, mais qu'il va partir et que finalement, ça ne servira à rien. Et que le temps que quelqu'un d'autre revienne et qu'il soit formé, ce sera trop tard. Et donc là, j'ai découvert, quelques jours avant son départ, qu'il était allé voir notre technicien qualité pour avoir l'appareil photo de l'entreprise et pour faire des séquences vidéo de toutes les petites actions maintenance qu'il pouvait être amené à faire, qu'il faisait qu'une fois dans l'année, pour être capable d'en faire un book et de le transmettre à la personne qui viendrait derrière lui. Et ça, personne ne lui a jamais demandé, en fait. Et son enjeu à lui, c'était de dire j'ai pas fait tout ça pour rien et ça servira dans la transmission. Et aujourd'hui, tous nos départs sont gérés comme ça. Les gens, même, de toute façon, ils recrutent les personnes qui vont les remplacer. Donc, ils ont à cœur de faire entrer une personne qui ira bien et de transmettre tout ce qu'ils peuvent. Et on le voit, de toute façon, dès qu'il y a un départ en retraite suivant, on a tous les retraités qui débarquent, qui sont contents de repasser, de prendre des nouvelles. Donc ça nous a apporté beaucoup de sécurité dans la transmission des compétences. Voilà. Ce qui est primordial, évidemment, comme chacun sait. Vous avez parlé tout à l'heure d'indicateurs visuels. Et ça rejoint aussi notre question, c'est celle de la place justement de la numérisation, de la digitalisation dans l'entreprise. Vous dites que vous en faites un peu, mais est-ce que vous avez quand même eu besoin d'outils particuliers? Quels étaient aussi ces indicateurs visuels auxquels que vous évoquiez tout à l'heure? Alors nous, on prône beaucoup le physique. Comme le management visuel, c'est des panneaux avec des magnettes, avec des informations sur les ordres de production, les opérations qu'on va retrouver à l'intérieur. Donc on travaille beaucoup sur la base de panneaux métalliques avec des magnettes. Comme ce sont nos opérateurs de production qui conçoivent leurs outils et qui les utilisent au quotidien,
ils n'ont pas souhaité devoir aller sur un ordinateur, faire des modifications pour qu'à l'écran, ça se modifie. Et à chaque fois que je veux rajouter mon panneau, il est sur 2 semaines, finalement je veux 3, il faut aller voir les informaticiens pour ajouter la semaine qui manque. Donc le parti pris a été vraiment d'être beaucoup sur du physique. Et on a quand même une évolution vers le digital. Chez nous, j'ai un des ateliers où on n'imprime plus de plans, on n'imprime plus de dossiers, ils ont des tablettes, ils accèdent à toutes les informations comme ça. Et ça, la mise en œuvre de ces outils-là ne se fait qu'à la demande des équipes. Donc il n'y a pas du tout d'impulsion top-down de digitalisation parce que c'est bien ou parce qu'on va gagner en productivité. C'est vraiment à la demande des équipes qui disent bon, on en a ras-le-bol d'avoir ces pochettes avec tous ces dossiers-là. Ça fait des cartons de papier qu'on évacue ensuite en déchets. Donc c'est vraiment l'émergence d'un besoin. Ils sont allés solliciter ensuite leurs managers et les équipes informatiques pour développer l'outil dont elles avaient besoin. Donc c'est vraiment de cette façon-là que ça s'invite chez nous. Et puis là, très récemment, nous on est approché par l'IA. J'étais plutôt un fervent opposant à l'IA de par ses externalités. J'allais vous poser ses la impacts. question justement, oui. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Je suis en train de changer d'avis sur le sujet, tout simplement parce que l'IA nous arrive par nos clients. On découvre qu'ils arrêtent de faire des requêtes sur Google pour trouver des fournisseurs. Ils passent par ChatGPT ou par les outils qu'ils ont sur les smartphones. Donc l'IA est là, qu'on le veuille ou non. Et donc nos équipes viennent progressivement intégrer de l'IA dans les outils de chiffrage. Et puis bon, j'imagine qu'ils vont en développer encore d'autres. Tout à fait, oui, avec les paramètres de l'entreprise, exactement. De l'entreprise. Ouais. D'accord. Cette démarche, on revient un peu à la démarche en 2015, entre 2015, 2017, 2023. Comment a-t-elle été accueillie ? Alors, vous m'avez dit, j'ai cru comprendre, c'est plutôt positivement, mais est-ce qu'il y avait des gens réfractaires et vous avez dit que c'était au départ sur le volontariat, mais à un moment donné, on sait très bien, on suppose du moins que pour que ça marche, il faut quand même que tout le monde, ou presque, adhère. Comment ça s'est passé ? Est-ce qu'il y a eu des gens réfractaires et comment vous avez réussi à surmonter ou à les convaincre ? Alors, au tout début de la démarche, alors déjà, peut-être préciser, on n'a jamais annoncé à nos collaborateurs une démarche de responsabilisation, d'autonomie. Enfin, quand on a démarré, quand on a pris cette décision-là, on est passé à l'action. On n'a rien annoncé, on est vraiment passé à l'action en modifiant nos façons de faire, en laissant progressivement les équipes prendre des décisions. Donc ça s'est fait vraiment progressivement. Alors pour quasiment tous les collaborateurs, il y a une catégorie pour laquelle ça n'a pas été le cas, c'était notre comité de direction de l'époque, qui faisait partie des réflexions de départ, bien entendu. Et c'est la catégorie, par contre, qui n'a pas su s'adapter. Voilà, le comité de direction qui existait dans l'entreprise au moment où je suis arrivé n'avait pas de grande volonté de changement, même si les recettes ne fonctionnaient plus, mais ça n'empêche que, voilà, pour des raisons diverses, personnelles, de pouvoir, d'avoir enfin réussi à accéder à un comité de direction, voilà, on était un petit peu bloqué à ce niveau-là. Donc là, il a fallu provoquer un peu de mouvement, un peu de changement pour permettre aux équipes de prendre de la place et de passer à l'action. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a gagné progressivement la confiance de nos équipes, en fait. Et c'est vraiment ça qui a fait qu'on a embarqué. Donc en 2015, je ne sais pas, on avait peut-être embarqué une vingtaine de personnes sur les 100. En 2017, on a dû arriver à 40. Et puis après, on a gagné progressivement la confiance. Donc on a une grande majorité de nos collaborateurs qui sont dans cette démarche-là, qui prennent des initiatives, qui prennent des décisions. On n'est pas à 100%. Et on est conscient que c'est absolument impossible. Dans tout changement, il ne faut pas essayer d'embarquer tout le monde. Quel que soit le changement, on a des gens qui sont contre, il y a des gens qui observent, qui ne savent pas trop, et ceux qui sont pour dès le départ. Et on accepte de vivre avec ça. On a embarqué le plus grand nombre. Je dirais qu'à date, on est entre 70 et 80%, je pense, des équipes qui dans des projets, s'impliquent pour faire avancer les choses. Mais on accompagne l'ensemble de nos équipes parce que si vous décidez de ne pas changer, mais que l'équipe autour de vous a changé, de toute façon, vous changez. Vous dites que vous êtes sur le statu quo, mais ce n'est pas vrai. La réalité, c'est que comme les interactions entre chacun changent,
comme vous vous êtes retrouvé à une équipe de 5 à dire comment on organise la production aujourd'hui, que le vouliez ou non, finalement, vous rentrez dans ce mode de fonctionnement-là, puisque votre manager, il ne vient plus vous dire ce que vous avez à faire tous les jours. Donc ça embarque de toute façon. Et puis, pour nous aider dans cette évolution-là, on est allé jusqu'à proposer des parcours de coaching. Donc chez nous, alors tout se fait sur la base du volontariat depuis 2015. Donc on n'a jamais changé. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui veut pas, il veut pas. Ok, tant qu'il fait son boulot et qu'il n'embête pas l'équipe, c'est ok pour nous. On va respecter ça. Et on n'est pas à l'abri qu'au bout de quelques temps, finalement, il décide de changer, d'avancer. Et donc on propose des parcours de coaching collectifs à tous nos salariés. Voilà, tous les 1 an et demi, 2 ans, on lance un nouveau parcours et viennent dedans qui a envie, notamment les nouveaux collaborateurs. Et puis voilà. Et là, chez nous, le 80%, c'est un peu la règle. On est à 80% des salariés qui ont fait ces parcours-là. Quelles sont les évolutions à venir? Est-ce que la méthode est-ce que vous avez encore des projets via cette méthode? Vous avez déjà, ça y est, vous êtes déjà bien. Les projets ne s'arrêtent jamais. Ce type de démarche, c'est une démarche sans fin. Déjà parce qu'on a du turnover, donc on a des gens qui nous rejoignent mais qui viennent d'organisations qui ne fonctionnent pas comme ça, donc il faut le leur apprendre. On a des gens chez nous qui s'en vont, des départs en retraite ou des personnes qui quittent l'entreprise aussi. Donc on a de toute façon de l'accompagnement permanent de nos équipes. Et puis ça nous... Les crises ou les situations qu'on rencontre viennent nous confronter. Donc de toute façon, on a toujours à travailler dessus. Les évolutions pour nous aujourd'hui sont vraiment des évolutions stratégiques sur la prise en compte de tous les enjeux à venir, notamment les enjeux climatiques, les enjeux écologiques. Comment on s'inscrit dans une trajectoire trajectoire de décarbonation, mais c'est qu'un seul des piliers. Comment on réduit nos consommations d'eau. Enfin, on veut améliorer l'impact de l'entreprise dans sa globalité. Et c'est clairement l'implication de nos équipes qui nous permet de passer à l'action et d'être capable de déployer ensuite massivement. D'accord.